tous. Ce soir, notre invité principal, c'est Jean-Louis Debré. Bonsoir Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour nous annoncer la candidature au présidentiel en 2012 de votre ami Jacques Chirac. Un big up pour Jacques Chirac. J'ai bien fait de venir. Hein. Oui, ben, c'est un scoop. Hein. Oui, même pour moi. Alors tout le monde regrette Jacques Chirac, même Marine Le Pen et Martine Aubry va dire demain chez Drucker à quel point même elle regrette Jacques Chirac. Et au Salon de l'Agriculture, les vaches avaient les larmes aux yeux en le regardant. C'est fou, non? Mais vous qui vous baladez un peu avec lui, vous voyez ça quand même. Et je croise pas de vaches. Il y a un aéroport Charles de Gaulle, il y a un musée Pompidou, il y a une bibliothèque Mitterrand. Il y aura quoi pour Chirac? Il y a le musée des Arts Premiers. Ouais, mais ça s'appelle pas Chirac. Ben, plus tard. Un hippopotamus? Pourquoi pas? Ça serait non? Oui, ou un drugstore. Une brasserie, oui. Une brasserie plutôt, oui. Alors donc Jean-Louis, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de votre famille, de votre parcours jusqu'à la présidence du Conseil constitutionnel et du livre que vous publiez chez Fayard, Dynastie républicaine. Alors c'est votre 3e livre en un an. C'est sympa comme boulot, président du Conseil constitutionnel, non? J'ai du temps et comme je ne regarde que votre émission Oui. et que je ne perds pas d'autre temps Ah oui, à regarder les autres émissions... C'est 1 heure par semaine. Oui. Merci, merci. Alors, en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Jean-Jacques Bourdin, qui fait le 7-11 sur RMC Info. Vous connaissez Bourdin? Je connais RMC Info. Voilà, alors c'est lui qui demande aux hommes politiques combien il y a de sous-marins nucléaires en France, la différence entre les chiites et les sunnites. Mais je vous rassure tout de suite, je ne fais pas de politique. Alors on lui demandera, nous, la différence qu'il y a entre Tintin et Milou. Il y en a un qui remue la queue. Oui. Puis Milou n'a pas de chien. Bon. Toujours en P2, nous accueillerons François Bégodeau, auteur et acteur de Entre les murs, Palme d'Or à Cannes, 30 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Il paraît que les Américains n'en revenaient pas quand ils ont vu ce film. Ils voyaient des salles de classe sans enfants obèses qui tirent sur tout ce qui bouge au fusil mitrailleur. Et ça les a étonnés. Et le film a eu beaucoup de succès. Voilà. Alors François Bégodeau nous parlera de son nouveau livre qui s'appelle Vers la douceur et qui est publié aux éditions Verticales. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité de 20h, ce soir Pape Diouf, président de l'OM, pour son livre De but en blanc, chez Hachette Littérature. Alors c'est incroyable, le mec, il est président de l'OM, il n'a jamais joué au football. Vous me direz, il y a aussi certains joueurs de l'OM qui n'ont jamais joué au football. En même temps. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Voilà, alors Jean-Louis, vous publiez donc chez Fayard Dynastie républicaine, qui est consacrée à ces familles qui se mettent au service de l'État de génération en génération, comme avant certaines familles se mettaient au service du roi. Sous la République, c'est différent, puisque pour créer une dynastie, il faut que les Français et les Françaises votent pour vous. Vote pour le grand-père, pour le grand-père, pour le le père, père, pour les enfants et pour les petits-enfants, etc. Oui, pour le c'est vrai. Saint-Esprit aussi. Oui, c'est vrai, pour le Saint-Esprit, d'accord. Et ce livre sur les dynasties républicaines est une façon pour moi aussi de rendre hommage à ma famille. Oui. Chaque fois que mon père parlait avec nous et parlait de l'histoire de France, il parlait de la famille Ferry, du rôle de Jules Ferry, d'Abel Ferry, il parlait de Carnot, d'Hippolyte Carnot, de Lazare Carnot, de tous ces grands héros qui ont fait notre vie quotidienne d'aujourd'hui. Dans ce livre, il y a 100 pages sur 344 qui sont consacrées à la dynastie Debré, mais c'est pas écrit par vous, hein. Non, je n'ai pas voulu l'écrire. C'est écrit par Gilles Gauvin. J'ai pris quelqu'un qui n'était pas a priori favorable à ma famille, mais dans la conclusion, j'ai recadré un peu les choses. Oui, d'accord, quand même. On est libéral, mais il y a une limite. On est libéral, mais on est gaulliste. Absolument. Alors, ça commence avec votre grand-père, Robert Debré. Ça commence avec mon arrière-grand-père, Simon Debré, qui a quitté l'Alsace en 1870 pour ne pas être allemand. Il était grand rabbin de Neuilly. C'était le grand rabbin de Neuilly. Vous êtes juif, Salomon? Non, mon grand-père avait épousé une catholique
Mon père a épousé une catholique. Ah oui, c'est fini. Mais c'est pas si ça. vous épousez des catholiques, c'est quoi ces histoires, Jean-Louis? C'est l'histoire de la France avec le respect de toutes les religions. Alors, votre grand-père, Robert Debré, donc, a été l'un des plus grands professeurs de médecine de son temps, fondateur de la pédiatrie moderne, créateur des CHU. Ensuite, évidemment, donc, votre père, c'est Michel Debré, tout le monde le connaît. Il était Premier ministre du général de Gaulle et surtout rédacteur de la Constitution de la Ve République, qui a, faut le dire, quand même sauvé la France, parce que la 4e, il y avait un gouvernement toutes les 3 semaines, quoi. Hein. Et surtout, c'est le plus grave pour la 4e République, elle n'a pas vu, elle n'a pas su et elle n'a pas pu régler l'affaire algérienne. Ouais. Voilà, puis il y a aussi donc, les enfants de Michel Debré, donc Bernard, votre faux jumeau, qui est né quelques minutes avant vous, urologue mondialement connu, homme politique, un autre frère qui s'appelle François, moins connu, journaliste talentueux, prix Albert Londres, qui est devenu héroïnomane lors de ses reportages au Vietnam, et qui a été un souci pour vous quand vous étiez ministre de l'Intérieur en 95, j'imagine, non? C'est un souci parce que quand vous avez un frère qui n'est pas heureux et qui a des problèmes, c'est pour toutes les familles un drame, point, c'est tout. Bien sûr. J'ai un autre frère qui est Vincent. Et Vincent, qu'est-ce qu'il fait? Vincent. Sacré Vincent. Vincent, si tu nous regardes, excuse-moi. Ils sont très nombreux. C'est ça, les dynasties républicaines, en fait. C'est ça. Vous êtes extrêmement nombreux. Mais lui, il n'a pas fait de politique. Qu'est-ce qu'il fait, Vincent? Écoutez, il a été chef d'entreprise. Ah ouais. Il en faut, hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est moins, voilà, oui, c'est moins, bon, c'est comme ça, hein. C'est On comme peut pas ça. avoir que des stars non plus, hein, déjà. Ouais. Non. Alors, vous vivez votre enfance à l'ombre du général de Gaulle. À l'époque, donc, vous usez vos culottes sur les rampes de Matignon. Vous croisez Kennedy, Khrouchtchev, Adenauer. Vous avez le droit d'appeler Madame de Gaulle Tante Yvonne. Vous vous faites aider par André Malraux pour vos dissertes. Enfin, c'est quand même une enfance assez marrante, quand même. J'ai été avant tous les premiers ministres à Matignon. Ouais. La seule différence qu'il y avait entre eux et moi, c'est qu'eux, ils descendaient le grand escalier de Matignon par les marches. Moi, je l'ai fait sur la rampe. Voilà. C'est beaucoup plus drôle. Parmi les enfants de Michel Debré, en fait, c'est pas vous qui sembliez devoir le mieux réussir. Hein. Bernard, votre frère, a réussi ses études. Vous avez commencé par rater votre bac. Il passe son permis, vous ratez votre permis. Enfin, je veux dire, c'est vrai que vous avez eu un peu de mal au début, Jean-Louis. J'étais pas passionné par les études. Voilà. Je me suis rattrapé par la suite. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai que le lycée ne me passionnait pas. Je préférais jouer aux billes. Voilà. Et d'ailleurs, si vous aviez quelques billes, vous verrez. Ah, vous jouez toujours. J'ai encore de bons restes. Et le tournant de votre vie, ça a été votre rencontre avec Jacques Chirac. Un jour, De Gaulle revient du Québec après cette phrase « Vive le Québec libre ». Votre père vous emmène à Orly, et puis il y avait une rangée de ministres. Et au bout de la rangée de ministres, un jeune secrétaire d'État qui s'appelait Jacques Chirac. Et votre père vous dit « Tu verras, son avenir sera brillant ». J'ai eu tout de suite beaucoup de sympathie pour lui. Ouais. Et je l'ai toujours suivi. Et Chirac dit vous êtes le fils qu'il aurait aimé avoir. Enfin, il y a une vraie... Ça, je ne sais pas, c'est ce qu'on raconte. Si, il l'a dit, il l'a dit. Moi, je me sens bien. Et puis surtout, vous savez, aujourd'hui, j'ai tellement vu la politique, et j'ai tellement vu dans la politique des pigeons voyageurs, vous savez, qui passent d'un camp à l'autre, Il y en a plein en ce moment. Oui. En ce moment, c'est pas des plus pigeons. Que jamais, là. C'est plus que jamais, c'est des troupeaux entiers qui passent. Des vols de pigeons. Non, mais c'est vrai. Alors, vous ne l'avez jamais lâché, même au pire moment. Le pire moment, je pense que c'est en 94. Vous faites un voyage avec Jacques Chirac à La Réunion. Lui, il doute vraiment de est-ce qu'il va gagner en 95? Parce qu'à l'époque, il faut se souvenir quand même, hein, personne ne donnait cher de sa peau. Je ne voyais pas comment est-ce qu'on pouvait gagner l'élection présidentielle. Et puis, nous étions tous les deux rue de Paris, grande rue de Saint-Denis de La Réunion. On la descendait, personne ne voulait le voir. Et les gens tournaient le dos, prenaient la route à droite, à gauche, etc. On va dans un bistrot. On est tous les deux tout seuls, et il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Je dis « Je ne sais pas. » Et c'est là où il me dit « Tiens, j'ai un projet pour toi. Tu aimes voyager ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Moi aussi, donc on va faire une agence de voyage. Toi, tu la tiendras, moi, je voyagerai. » C'est énorme. Finalement, si on regarde bien, Jean-Louis, vous avez pas mal réussi. Hein, vous avez été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale. Quand vous êtes parti de l'Assemblée nationale, où vous aviez été extrêmement juste et équitable, vous avez une standing ovation de la droite et la gauche. C'est un grand moment, ça, dans la vie, j'imagine. C'est un moment très émouvant. Très je ne m'y attendais pas, oui. Et maintenant, vous êtes présidente donc, du Conseil constitutionnel, quand même l'institution la plus prestigieuse dans ce pays. Voilà. Et ce qui me permet de venir ici. Non,
Il y a qu'un truc. En 78, dans le gouvernement Barre, vous êtes chef de cabinet de Maurice Papon. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez chef de cabinet de Maurice Papon, est-ce que vous saviez ce qu'il avait fait pendant la guerre? Absolument pas. Et j'y suis resté peu de temps parce que je ne me suis pas entendu avec le personnage. Alors maintenant, finalement, vous avez quand même un certain détachement, un certain recul sur la vie politique. La vie politique est quand même devenue un spectacle aujourd'hui, non? Alors, ce n'est pas uniquement dû naturellement aux hommes politiques, c'est dû à la société médiatique qui est la nôtre. On est quand même loin de la certaine idée de la France qui était celle du général de Gaulle, de votre père et des gaullistes historiques. Voilà, oui, parce qu'il n'y a plus d'idéologie. On le voit bien. Jadis, on parlait de militants socialistes, de militants gaullistes, de militants communistes. Aujourd'hui, on parle de supporters de Royal, des royalistes. Oui, des royalistes. Ça, des clans. Donc ça veut bien dire que derrière, il y a plus une adhésion à un homme qu'à une idée. Et même, il y a les adhésions à des gens qui n'ont pas d'idée. Ouais. Alors, comment c'est ce boulot de président du Conseil constitutionnel? C'est cool, non? Oh, c'est pas le mot. Comme j'écris des livres, soit des livres d'histoire, soit des romans policiers, ça les surprend un petit peu. Il y en a un qui m'a dit, mais tu n'as pas envie de faire un traité de droit constitutionnel? Et je l'ai regardé, j'ai dit non, sauf s'il y a des images. Alors, votre boulot, en gros, c'est de dire ce qui est constitutionnel et ce qui n'est pas constitutionnel. Oui, et je vous rassure, Salut les Terriens est constitutionnel. Ah, ouf! Nous accueillons Jean-Jacques Bourdin et François Bégodeau. Bonsoir. Alors, Jean-Jacques Bourdin, vous avez vu le film Coco de Gad Elmaleh? Non. Alors, Coco arrête pas dans le film de dire « Ne fais pas ton Jean-Jacques ». Il dit à son chauffeur « Tu roules comme un Jean-Jacques ». Oui. Ça vous fait mal d'entendre ça? Ah non, pas du tout, je suis très content. Non, vraiment. Ah, Ah non, je suis très très content. C'est marrant qu'ils aient pris Jean-Jacques et pas Jean-Louis, d'ailleurs. Donc, Bourdin, Bourdin & Co. de 7h à 11h du matin sur RMC Info et sur BFM TV. Une demi-heure sur BFM TV, je la regarde. couplé. Voilà, parfait, c'est de la Merci, radio Thierry. filmée. Comme avant, c'était que de la radio. Il venait en slip et pas coiffé, mais maintenant, vous êtes obligé de... Exact. Alors, comme toutes les radios, vous allez nous dire que vous êtes les premiers sur votre tranche. Non. Ah bon? On a quand même multiplié l'audience par 5 en 7 ans, mais on est encore du retard parce qu'on manque de fréquence. Mais on grignote, Oui, sondage après sondage, on monte. C'est très mauvais de grignoter entre les repas. Alors, c'est vous qui avez créé la parole aux auditeurs, avec les risques de populisme que ça a quand même. Oui, alors là, ça m'amuse. Ouais, Non, ça m'amuse. Non, mais ça m'amuse. Vous vous rendez compte, donner la parole au public, donner la parole aux citoyens. Non, mais attendez, c'est grave. C'est grave. Et aujourd'hui, tout le monde le fait, tout le monde a copié, tout le monde le fait. Bah, très bien, tant mieux. C'est vrai. Alors, vous êtes le pape des questions tordues aux hommes politiques, le nombre de sous-marins nucléaires en France. Oui, gros succès. La différence entre les chiites et les sunnites. Ça, c'est un gros succès, pas pour Nicolas Sarkozy, mais pour nous. Ça, c'est vrai, lui, il ne savait pas. Surtout, il nous a parlé de 2 ethnies différentes. Oui, c'est un peu génial. Il était quand même ministre de l'Intérieur, ministre des cultes. Ça vous a gêné, vous? Je ne commande jamais les réponses du président de la République. Oui. Ah bon? Bon, c'est ce qu'il pense de Sarko, Jean-Louis, de toute façon. De quoi? Je me mêle de quoi? Non, je dis ça parce que comme vous avez un devoir de réserve, évidemment, il vaut mieux... Je réponds, vous vous mêlez de quoi? Il a déjà dit qu'il en pensait du mal. Vous pouvez dire ce que j'ai dit, moi je ne dirai pas ce que j'ai dit. Mais moi, je sais ce que vous avez dit. Quand on vous a demandé sur Canal+, d'ailleurs, quelle était la différence entre Chirac et Sarkozy, vous avez dit une différence de taille. Ce qui est assez méchant. Alors, vous êtes ici ce soir pour un scoop, Jean-Jacques Bourdin, je crois qu'on peut le dire. Vous savez quand la crise va s'arrêter, mais vous refusez de le dire pour nous faire la surprise. C'est vraiment sympa. Merci, Thierry. C'est plutôt quoi? Plutôt Quand la crise va s'arrêter, moi je laisse ça aux économistes prévisionnistes qui se trompent depuis des années. Vous savez, j'étais chez mon boucher qui me dit depuis 15 jours, j'ai 30% de clientèle en moins. Ah ouais. Voilà. Alors, François Bégodeau, rebonsoir. Donc, vous êtes devenu mondialement célèbre avec un livre Entre les murs, porté à l'écran par Laurent Canté dans un film éponyme où vous tenez le rôle principal. Un film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes, un César, une nomination aux Oscars. Et en fait, François, personne n'a encore osé vous dire que c'était surprise, surprise. Moi, je peux vous le dire aujourd'hui. C'est un gag.
C'est un horrible canular, cette histoire. Dites-moi, alors, il est sympa, Sean Penn? Très, très sympa. On était encore ensemble hier soir. Bah oui, c'est très, très bien passé. Vous le vivez comment, ce trip Cendrillon, là? Cendrillon, ça ressemble pas vraiment à Cendrillon, ce qui m'arrive depuis un an. Hein. Ouais. Ou alors Cendrillon, à qui on balance des pêches dans la gueule. C'est une Cendrillon un peu moderne, quoi. Ouais. Non, mais sérieusement, au moment de la cérémonie des Césars et des Oscars, vous avez justifié votre absence en disant ces cérémonies m'indiffèrent, comme les prix qui vont avec. J'espérais que le film ne soit pas primé, sinon tout ce cirque allait recommencer au moment où je sors un roman. Donc en fait, finalement, oui, vous en souffrez un peu quand même, non? C'est-à-dire, ce qui est très paradoxal, paradoxal et en même temps très compréhensible, c'est que je pense que les prix du film, enfin tout le discours qui a été tenu sur lui, sa célébrité, a beaucoup recouvert le film. Ouais. Donc il y a quand même un moment où toute cette espèce de mousse recouvre ce qui, moi, m'importe, à savoir le film qu'on a écrit, dans lequel j'ai joué, et les livres que j'écris. Ouais. Alors, évidemment, on peut se dire que quand on voit comment votre roman est accueilli, peut-être vous auriez intérêt à continuer à parler du film, François, non? Alors, c'est l'histoire de Jules, 35 ans, journaliste sportif, et puis de sa bande de potes. Alors, c'est une chronique sur leur galère sentimentale, l'impossibilité de devenir adulte, les plans foireux, les discussions de bistrot, etc. C'est un peu le désarroi de trentenaire urbain, on peut dire. Le livre se veut un peu comique, je pense qu'il l'est par moments. Tout ça, cette espèce d'approximation sentimentale permet aussi de créer des situations qui sont géniales pour un romancier. Donc moi, c'est pas un livre dépressif, loin de là. Hein. Alors, l'originalité du truc, c'est que les personnages ne restent pas dans une impasse, ça c'est nouveau, c'est-à-dire qu'ils évoluent vers la douceur, voilà. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les histoires d'amour qui réussissent ne font pas de littérature. Et moi, j'ai essayé d'aller contre ce dogme, et j'essaie de finir le livre par une hypothèse amoureuse réelle, parce que ça m'intéresse d'écrire aussi des histoires où l'amour fonctionne. Un peu comme dans la vie, l'amour existe parfois dans la vie, donc pourquoi pas dans les livres? C'est original. Alors voilà, vous vous êtes fait un peu allumer par la critique, quand même, faut bien le dire. L'Obs, pur produit de la beauf attitude qui se croit irrésistible en répétant « à 36 ans, il fut temps que je sois un homme ». Quand ce critique-là dit en répétant, il se trouve que cette phrase n'a lieu qu'une fois dans le livre, donc je ne vois pas où il est allé chercher la répétition. Ça, c'est sa méchanceté. Je pense qu'il y a dû y avoir un effet d'écho dans son cerveau, j'imagine. Alors, il y a Marianne qui parle de sarco-génération. Ils disent même égotisme, même absence de recul sur eux-mêmes, même pauvreté lexicale, même inclination molle à tout raboter par les sarcasmes. Disons, je ne sais pas ce que vous leur avez fait à Marianne, mais là... De toute façon, comme en bon Nietzschéen, je sais bien que l'expression de la haine est toujours un hommage, donc je le prends comme tel. Moi, je suis quand même dans une position géniale où le même journal me traite de bien-pensant de gauche et de sarkozyste. Et c'est quand même une performance mondiale, j'ai envie de dire. C'est sûr. Bah, écoutez, on va faire une interview critique. Alors, François Bégodeau, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre livre? C'est la page 34. Ah ouais, J'ai écrit 8 livres et à chaque fois, je rate la page 34. C'est marrant, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre succès? Les questions sur mon succès. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les Césars? Les 3 premières heures. Oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les femmes? Je n'aime pas la façon dont les hommes en parlent. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le foot français? J'aime pas que le foot français soit pas le foot espagnol. C'est son pire défaut. Quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous n'aimez pas au PS? C'est la manie qu'ont pas mal de gens de gauche de s'acharner contre le PS. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Sarkozy? Bernard Kouchner. Vous n'aimez pas qui? Bernard Kouchner. Chez Sarkozy, je n'aime pas Bernard Kouchner. Je trouve que c'est son pire défaut. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'ils sont un peu potes, quoi. Ah bon? Est-ce que vous avez remarqué à propos de Bernard Kouchner qu'il n'a pas accompagné Nicolas Sarkozy en Afrique? Non, c'est vrai. C'est peut-être l'effet péant, je ne sais pas. Ouais, non, comme ça, j'y pensais. Ah, c'est une bonne remarque. Il y a Ramayad. Oui, il y a Ramayad, oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre compagne? Disons que son pire défaut, c'est d'être parti il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie en général? Le dénouement. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la drogue? Les conversations qui vont avec. Et dans l'argent, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Moi, j'aime tout dans l'argent. Moi, je suis vraiment pour en avoir. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'hétérosexualité? C'est-à-dire que ça nous empêche, nous les hétéros, on est un peu emmerdés parce qu'on ne saura jamais ce que ça fait de coucher avec Brad Pitt
ou Guillaume Canet, ou plein de mecs super beaux comme ça. Alors c'est vrai qu'on pourrait se forcer. Et mais s'il faut se forcer, il ne faut pas le faire. Voilà, c'est ce que je me dis. Ça, je vous le dis. Dans le sexe, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le sexe, François? Je crois que c'est la seule situation où le rire est déconseillé. Alors que pour toutes les autres situations, il est plutôt conseillé. C'est vrai. Mais le rire et le sexe, marche pas. on aura beau essayer, ça marche pas. Vous êtes d'accord, Jean-Louis? Dans le sexe, j'aime pas ce qu'est ta pile. Maintenant, on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Quand on est journaliste, c'est pas facile d'expliquer les mécanismes de la crise. Vous vous souvenez, vous, de ce que c'est que les subprimes? Vous pourriez l'expliquer précisément? Tandis que salaud de riche, tout le monde comprend. Quand on peut montrer le coupable du doigt, d'un seul coup, tout s'éclaire. Y a qu'à voir, dans une filiale du Crédit Agricole, les cadres comptaient se partager 51 millions de bonus en licenciant 75 salariés et tout ça après avoir reçu 3 milliards de soutien de l'État. Et le patron de Valeo? Et les bonus de la Société Générale? Ah là 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 là, l'argent, mais c'est pire que la drogue. Ça les rend complètement dingues. Salaud de riches que je vous dis. En ce moment, il ferait mieux de raser les murs. Au cas où il y en aurait que ça les démange, de leur raser la tête. Voilà, c'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, les parachutes dorés, là, c'est les parachutes en or massif, là. Jean-Louis, vous avez vu ça, quand même? Derrière tout ça, il y a une espèce de mépris et de prétention de morgue qui est pour moi insupportable. Qui est de droite. La morgue, elle est conne. Point, c'est tout. Droite ou de gauche. Maintenant, c'est à celui qui va dénoncer le premier, le plus fort, les patrons. Parfois, il y a des contrats dans les entreprises privées, des contrats qui ont été signés et qui doivent être honorés. Je prends l'exemple de Valeo. Valeo, le patron, a touché ces 3 260 000 euros. Le lendemain, on avait le porte-parole du gouvernement qui nous disait on va empêcher ça, on va interdire. Mais ils n'interdisent rien du tout. Il y a une impuissance totale. Ils ne peuvent pas. Il y a des contrats privés. Et aujourd'hui, on jette à la vindicte publique des noms comme ça. Ce que vous pensez, en fait, Jean-Jacques, c'est que Sarkozy fait de la démago. Oui, il en fait. Il en fait, mais tout le monde en fait. Toute la classe politique en fait. C'est la course à l'échalote aujourd'hui. Il s'agit simplement de dire tel patron est super méchant parce qu'il a le vice en lui, c'est pas passionnant. Ce qu'il faut essayer de réfléchir, et je crois que certains le font, c'est qu'est-ce qui leur permet d'exercer ce vice-là et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de garde-fou et comment est-ce qu'ils en arrivent à péter les plombs à ce point-là, à perdre tout sens de réalité et même à faire des choses qui sont contre-productives pour eux-mêmes en fait. En Allemagne, le patron de la Postbank, il dit moi je vais me payer 1 euro cette année. Parce que ma boîte est dans le rouge. Voilà. C'est la responsabilité, c'est peut-être ça. Mais en France, on ne voit pas un patron dire je vais gagner 1 euro cette année, quoi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a beaucoup de petits patrons qui ne gagnent pas 1 euro et qui sont dans une situation difficile et on n'en parle pas. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. En organisant sa petite fiesta au Zénith, Martine devait bien se douter qu'on allait forcément la comparer à Ségolène. Ou alors, c'est que la plus cruche des deux n'est pas celle qu'on croit. Ben justement, là-dessus, il y a comme un doute. Vu que Ségolène a rassemblé 4000 personnes l'an dernier, Martine était sûre de faire moins bien, puisqu'elle n'avait installé que 2500 fauteuils au Zénith. Et encore, c'était bien optimiste. En fait, il y a eu à peine 1500 participants. Tiens, au fait, puisqu'on parle chiffres, vous savez combien ils ont fait Mélenchon et le Front de Gauche début mars au Zénith? 6300 personnes. Ben ouais, plus que Martine et Ségolène réunis. Ça alors, vous n'en avez pas entendu parler à la télé? Comme c'est bizarre. Et en même temps, quand on voit les autocollants que le parti de Mélenchon a distribués à la dernière manif, est-ce que c'est vraiment si bizarre que ça? France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Voilà, Martine Aubry au Zénith. Un bide. En même temps, le spectacle Sarkozy est méchant, on avait déjà vu les meilleurs sketchs sur la télé, donc elle n'avait aucune chance de remplir la salle. Vous pensez pas que Martine Aubry, elle devrait proposer une loi contre l'ouverture des meetings le dimanche? Ça serait un truc qui pourrait l'aider. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'elle a commandé 4000 repas, et comme ils étaient 1500, c'est elle qui a dû bouffer le reste. Non, mais, honnêtement, ça explique ses rondeurs. Voilà. Ah oui.
J'ai vu aussi, après l'intervention de Nicolas Sarkozy, mardi soir, je l'ai vu intervenir, c'était mal éclairé, il y avait 3 micros, c'était... Non, c'est pas mis en scène, mais... Old school, quoi. Ouais. Ce qui compte, c'est quand même ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit oui, pas. Oui, mais justement, le thème du meeting, la liberté d'expression, bon, c'est vrai que c'est important, la liberté d'expression, mais enfin, en ce moment, les gens, ce qui les intéresse, c'est plutôt le pouvoir d'achat que la liberté d'expression. Alors, même Manuel Valls a dit « Je refuse de voir en Nicolas Sarkozy un Bonaparte en Reban ». Et le mec, il est au PS, donc ça veut dire quand même que la liberté d'expression n'est pas tellement menacée dans ce pays. Moi, je pense qu'il faut quand même en parler. Hein. Il y a des choses qui se passent, il y a des coups de fil à certains journalistes, il y a des directions de chaîne, etc. Il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on voit bien ce qui se passe avec le PS, comme ils sont très désemparés sur la pensée économique et sociale, parce que c'est compliqué, parce que c'est subtil. Là, au moins, ils tiennent un mot d'ordre qui est assez juste, mais qui permet d'être un peu schématique. Donc, je peux les comprendre, mais c'est sur l'économie qu'il va falloir bosser. On le sait bien, ça fait 20 ans que ça dure. Oui, mais qu'est-ce qu'ils proposent sur l'économie? C'est ça le problème. Mais un des problèmes du PS, et ça a été raconté dans un bouquin l'an dernier de Didier Ribon, c'est la rupture avec les intellectuels. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait un compagnonnage, il y avait des intellectuels qui insufflaient de la pensée aux militants PS. Été au centre de ça, par exemple. Alors que maintenant, ils font des articles débiles sur mes livres. Enfin, il ferait mieux d'essayer de plaisanter. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Thierry, je voudrais revenir sur la liberté d'expression. Je n'ai jamais reçu le moindre coup de téléphone de l'Élysée. Toi non plus? Non. Jamais. Mais moi, moi c'est terrible parce que ça fait 25 ans que je fais de la télé. J'ai jamais eu aucune pression. Si les gens savent que ça sert à rien, ils t'appellent pas. Exactement, exactement. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 3. En ce moment, les Français ont peur de la crise. Mais ce qui n'est pas très rassurant, c'est que le président, lui, semble avoir peur des Français. De peur des manifs, il a fait son grand discours à Saint-Quentin, le fief UMP de Xavier Bertrand. Le bon sens. De peur des sifflets, il s'est exprimé devant une salle de militants acquis à sa cause. Et de peur de prendre un œuf ou une chaussure, il était protégé par plus de 1000 gendarmes. Le sang-froid. De sentir les Français mécontents, ça l'inquiète notre président. Selon le Parisien, début janvier, il aurait déclaré « La France est un pays impossible à gouverner. Louis XVI et sa femme, ça s'est terminé sur le billot. » Et selon le Figaro, un mois plus tôt, il aurait déjà dit « Les Français adorent quand je suis avec Carla dans le carrosse. » En même temps, ils ont guillotiné le roi. Finalement, dans ce pays, il y en a que deux pour croire à la révolution, Besancenot et Sarkozy. Ça ira, les aristocrates, on les prendra. Alors ça a peut-être être la révolution, hein. Vous pensez qu'on est en mars 67 ou en 1788? Je pense qu'on est en mars 2009. Ouais. Je crois que ça n'a pas strictement aucun rapport. Ah ouais. Enfin, vous savez quand même qu'il y a eu un sondage fait pour la presse régionale qui dit que 64% des Français pensent qu'il va y avoir une révolte, une révolution quand même. On est vraiment dans ce que Marx appelait les conditions objectives de révolution. Or, elle n'aura pas lieu, la révolution. Elle n'aura pas lieu. Pourquoi elle n'aura pas lieu? Parce qu'il y a une vie citoyenne qui ne s'ajuste plus vraiment à l'idée même de révolution. Alors qu'en d'autres temps, les données économiques et sociales actuelles auraient produit une révolte de masse. Mais on voit bien que ça ne s'exprime plus comme ça maintenant. Donc, je crois que personne ne peut dire ce qui va se passer. Le plus grave aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos concitoyens désespèrent de ne pouvoir espérer. Alors, où va les amener cette désespérance? Je ne crois pas à une révolution comme on l'a connue dans le passé. Cela dit, on risque de voir ça et là de la violence s'exprimer. Moi, j'ai été frappé, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, 3M, ce directeur qui a été emprisonné dans son bureau pendant 30 heures, et dans la nuit, les salariés ne voulaient pas le libérer. Il a fallu que les délégués syndicaux interviennent, ça a été très violent, j'ai entendu les insultes, lâches, menteurs, salauds, voyous, qui ont été envoyés à la tête de ce pauvre directeur financier qui était là. C'est vrai qu'il y a de la violence, il y a une violence forte. Est-ce qu'elle va s'exprimer collectivement? Je pense qu'on est aujourd'hui dans l'irrationnel et une nouvelle conception de la société qui apparaît, de violence, de heurts, où on stigmatise les uns contre les autres. On retrouve quelque part cette lutte de classe qui avait un peu disparu et qu'on fait revenir. C'est assez préoccupant. C'est la raison pour laquelle les dirigeants politiques ont tout intérêt à ne pas s'isoler. Je vais être un peu rude avec le président de la République, mais ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus aucun contact avec les Français. Il part à Saint-Quentin prononcer un discours, 4000 personnes sélectionnées, des militants UMP, avec 1000 policiers tout autour, avec 1000 manifestants qui sont à 2 km.
Où est le contact avec les Français? Où est-il? Plus de conférences de presse, c'est-à-dire qu'il ne rencontre plus jamais les journalistes en face à face. Plus aucune question gênante. Vous avez vu les dernières émissions de télévision. Comme question gênante, on pouvait trouver mieux. Surtout pas s'isoler et surtout aller au contact avec les citoyens. Non? Je ne sais pas, je ne fais pas de politique. Et ben voilà, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 4. Bonne nouvelle pour les amateurs de sport. Armstrong s'est pété la clavicule. Génial! Ça va relancer l'intérêt du Tour de France cet été. Ah, si seulement il pouvait courir avec un bras dans le plâtre, les autres auraient enfin une petite chance de gagner. De toute façon, on va pas plaindre Armstrong. Un gars qui gagne 7 fois le Tour de France au pays de Poulidor. Non mais this is the provocation. Admirer un sportif parce qu'il est plus fort que nous, quelle vulgarité, on laisse ça aux Amerlocs. Nous en France, on aime les sportifs qui nous ressemblent. Plus c'est des losers, plus on les trouve sympas. Alors, si Armstrong veut devenir populaire en France, au lieu de nous rebattre les oreilles avec son association contre le cancer, il ferait mieux de perdre le Tour de France cet été. Ça, c'est populaire. Alors, Lance Armstrong s'est pété la clavicule, c'est idiot en plus, parce que dans sa chute, il a cassé toutes les seringues. Donc il est planté. On peut dire qu'il est à 180 km/h quand même. À ces vitesses-là, ça pardonne pas. Non, dans le reportage, il était dit que les Français aiment bien les losers, et je pense, en fait, c'est plus subtil que ça, il me semble, pour avoir bien réfléchi à la question. C'est qu'en fait, on n'aime pas, nous, les Français, autant qu'on puisse généraliser, quand on sent que la victoire est un peu systématique et attendue. C'est pour ça qu'on n'aimait pas moins Anquetil, parce que c'est pas parce que Anquetil gagnait, c'est parce qu'il gagnait systématiquement. Et c'est Armstrong, il arrive, on est sûr qu'il va gagner, et c'est ce qui est en train d'arriver à l'OL, à Lyon, bien sûr. Qui gagne 7 fois le championnat, ça devient systématique. C'est ça qu'on n'aime pas, en fait. Parce que les vainqueurs de 98 ont bien démontré qu'on aimait aussi la victoire de temps en temps. Bon, simplement, celle-là n'était pas attendue, c'est ça qu'on aime bien. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons notre invité de 20h, ce soir, Pape Diouf. Toujours en compagnie de Jean-Louis Debray, Jean-Jacques Bourdin et François Bégodeau, voilà. Alors, Pape Diouf, bonsoir. Bonsoir. Il faut dire que la nomination à la tête de l'OM d'un noir sénégalais qui s'appelle Pape et qui n'a jamais joué au foot, au départ, ça faisait un peu gag quand même, non? Non, je ne pense pas. Ah bon? Et à part le président de l'OM, vous avez d'autres activités illégales, Pape? Non, pas à vrai dire. Non. C'est la seule, très bien. C'est la seule. Bon, on en parlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Ça va, mon petit Stéphane? Ça va bien, et vous? Très bien. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Et on commence par une info qui a traumatisé Benoît XVI cette semaine. La nouvelle Barbie. Barbie prend la pilule, fait un carton. Faut dire, elle coûte beaucoup moins cher que Barbie avorte. Bah oui, avec, il y a la salle d'opération, l'ambulance et Ken anesthésiste. Donc ça fait très cher. Le Vatican reconnaît l'efficacité du préservatif en Ouganda. Et attention, au Mali ou au Gabon, la capote n'est pas efficace. La capote ougandaise, c'est comme le calisson d'Aix ou le pruneau d'Agen, c'est vraiment leur spécialité. Comme ça. Et en exclusivité pour Salut les Terriens, voici la voiture préférée du pape, la Mini sans capote. Elle sort cette semaine. Elle est belle. Politique, Rachida Dati va entrer au musée Grévin. Entre sa robe Dior et ses bijoux, c'est le plus gros investissement du Grévin depuis des années. Paris Match va verser 16 000 € d'indemnité à Ségolène pour avoir publié des photos d'elle en compagnie d'un homme à Marbella. Problème de CP. Sachant que le bide de Martine Aubry au Zénith lui coûte au final 100 000 €, combien de fois Martine devra-t-elle se faire gauler avec un homme à Marbella pour rembourser sa dette?
Christine Boutin avoue avoir essayé de faire l'amour avec un préservatif et ne pas avoir trouvé ça drôle. Bah oui, mais bon, faire l'amour à Madame Boutin, ça doit déjà être difficile. Si en plus on met un préservatif, il aurait fallu prendre du Viagra, quoi, compenser les obstacles. Colère des syndicats, 2 usines de moutarde, Maille et Amora, ferment leurs portes. C'est normal, les pauvres n'ont plus de quoi s'acheter de la viande. À quoi ça sert de garder les usines de moutarde? En revanche, l'entreprise Decathlon est en super forme, plus 7% de bénéfices. Si les pauvres n'achètent plus de moutarde, ils achètent des tentes pour se loger. Déclaration du directeur de Decathlon au journal 20 minutes. Je suis fier que mes tentes soient en ville. Une phrase déjà prononcée par Delanoë lors de la Gay Pride. DSK a passé 2 jours à Paris, une balade champêtre dans les rues de la capitale, ses monuments classés, ses chemins escarpés et ses plaques commémoratives. Le directeur du FMI a terminé sa journée totalement vidée. Médecine, les frères siamois malgaches séparés avec succès il y a 6 semaines dans un hôpital parisien repartent demain à Madagascar. Malheureusement pour les parents très pauvres, à l'aller c'était un seul billet, au retour ce sera 2. Réfléchissez avant de séparer les siamois, c'est vrai que c'est plus esthétique, mais ça revient bien plus cher. Loisirs, Vélib, ça marche de plus en plus fort, 6e accident mortel à Paris. Un record qui devrait s'améliorer avec l'arrivée des beaux jours. Soyez vigilants. Si l'un de vos proches se tue en Vélib, contactez la société de location, que sa carte ne soit pas débitée pendant des années. Bataille et Fontaine vont créer une école de télé. Oui. Ah oui. Rien que ça, c'est drôle. Oui. Les élèves auront le choix entre 3 sections, jeux à la con, talk show débile et variétés insipides. Des centaines de petits Bataille et Fontaine seront promus chaque année. L'assurance pour le téléspectateur d'avoir toujours une télé de qualité. Lors de la dernière du spectacle de Fabrice Lucchini, un soutien-gorge a volé dans la salle sous le regard amusé de Carla et Nicolas Sarkozy. Le président a longuement félicité Fabrice dans sa loge. Moi, j'ai adoré le lancer de soutif. Je le disais à Carla, je trouvais ça formidable. Oui, mais le reste, monsieur le président, les textes de Roland Barthes, la prose de Flaubert, la poésie de Rimbaud, sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, c'est énorme. Non, moi je vous avoue, Fabrice, que tout le truc sur Ophélia, je me suis un petit peu barbé, j'ai piqué un petit somme. Mais Roland Barthes, président, on atteint au sublime. Non, ce qu'il faudrait, Fabrice, je ne suis pas metteur en scène, chacun sa spécialité, c'est mettre plus de soutien-gorge. Parce qu'à Las Vegas, avec Carla, tu t'en souviens, on a vu un spectacle où ils mettent des billets dans les soutifs. Et on ne s'est pas ennuyé une seconde. Ça s'appelle des gogo danseuses, président, des dollars dans les soutifs. Je vais y réfléchir, pourquoi pas. Merci beaucoup pour vos conseils. À la semaine prochaine. C'est génial, merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane. Rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, sur le site de canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité de 20h. Pape Dioufre, bonsoir. Donc vous êtes le Barack Obama du foot français et européen, le seul président noir d'un club de foot en France et en Europe, et surtout un excellent président qui a su redonner à l'OM en crise permanente depuis le départ de Bernard Tapie la stabilité, les performances et le retour de finances saines. Un big up pour Pape Diouf, les enfants.
Alors, vous publiez chez Hachette Littérature un livre passionnant qui s'appelle De but en blanc, entretien avec Pascal Boniface, qui est non seulement directeur de l'Iris, mais aussi passionné de foot. Alors, vous racontez votre vie, entre autres. Alors, vous êtes né au Tchad, à Abéché, où votre père travaille pour l'administration française. Vous avez 6 mois quand vos parents retournent au Sénégal. Alors, votre père avait construit sa vie en s'engageant dans l'armée française. Son père était gaulliste, engagé dans les forces françaises libres. Hein. Tout à fait, oui. Et à 17 ans, il vous fait signer un engagement, soi-disant pour aller dans une école où l'armée va vous apprendre. Mais lorsque vous débarquez au bureau d'accueil de l'armée à Marseille, vous découvrez que ce n'est pas vraiment une formation, mais que c'est l'armée, tout simplement. L'engagement, ce qui était tout à fait en contradiction avec ce qu'on m'avait dit au bureau militaire de Dakar. Et cette fausse information que je vérifie sur place, ajoutée, disons, à la grosse déception que j'éprouvais en mettant le pied sur le sol français, tout ça m'avait, c'est vrai, conduit à tout de suite récuser l'engagement dont il était l'objet. Vous plaquez tout, évidemment. Votre père vit ça comme une trahison, donc vous êtes obligé de bosser, vous devenez coursier, vous devenez manutentionnaire, pointeur au port, pion, PTT, enfin vous faites plein de boulot, quoi. Oui, j'ai été obligé, c'est vrai, de trouver toutes sortes de travail, mais je me suis, je pense, bien plus tard, je l'ai compris, enrichi en faisant tous ces métiers. Ouais. Et un jour, c'est le tournant de votre vie, vous êtes remarqué par un inspecteur des services au PTT, qui écrit un petit peu dans la Marseillaise, d'ailleurs, qui fait quelques rubriques, et qui trouve que vous parlez super bien de foot, et il vous fait entrer comme pigiste au journal communiste La Marseillaise. Alors Bernard Tapie, dites-vous, c'est le communiste qui a le mieux compris les règles du capitalisme. C'est vrai. Oui, c'est vrai que ça, c'est une boutade de Bernard. Oui. Toujours, voilà. Ah, donc bientôt, donc à la Marseillaise, vous êtes chef de rubrique, et là, vous partez dans l'aventure d'un journal qu'on a peut-être oublié, qui s'appelait Le Sport, qui était un concurrent de l'équipe, lancé par Xavier Couture à l'époque. Et voilà, le problème, c'est que ce journal a duré très peu de temps, en fait. Non, mais il faut dire aussi que c'était un journal qui avait révolutionné, je dirais, le journalisme sportif, en lui apportant de vraies nouveautés, une différence de traitement indéniable. Oui. Ouais. Alors voilà, le journal s'arrête 1 an plus tard, et là, vous devenez agent de footballeur, parce qu'en fait, les joueurs africains à l'époque étaient très mal payés, très mal protégés. Vous commencez par Bell et Boli. Et voilà, succès foudroyant. Bientôt, vous avez De Sailly, Lama, Galas, Drogba, même des joueurs non africains comme Coupé et Nasri. Alors, le seul qui n'a pas voulu être représenté par vous, c'est Roten, qui était un peu réticent à l'idée de prendre un agent noir. C'est vrai que cet épisode du livre a requis l'attention. Il est un fait que je n'ai jamais taxé Roten de racisme, absolument pas. Mais le fait aussi est incontestable que lorsque je l'ai rencontré, que nous avons discuté tous les deux, il semblait en tout cas être tout à fait d'accord pour faire le bout de route que je lui suggérais avec moi. Et puis quelques jours après, il m'a fait dire par un de ses copains que ce n'était pas forcément moi qui étais en cause, mais le fait que j'étais noir et que ça pouvait peut-être être une limite dans l'action que je devais mener pour lui. En ayant dit ça, je peux ajouter aussi, pour justement atténuer ce que les gens ont compris, ont voulu comprendre, c'est que ses copains de l'époque, c'était des joueurs noirs. Hein, c'était William Gallas, c'était David Sommeil, c'était Étienne Mendy. Donc je crois qu'il a davantage subi, je dirais, le poids des préjugés qui prévalaient à l'époque que d'exprimer un racisme ouvert. D'accord, c'est bien de dire ça. Merci pour lui. Voilà, donc ça se passe super bien. Et un jour, vous êtes avec Robert Louis Dreyfus, donc le propriétaire de l'OM, et vous lui dites que vous devriez prendre Gallas. Il achète Gallas 5 millions de francs à l'époque, et il le revendra 65 millions de francs. Très bonne affaire. Je lui ai suggéré effectivement le nom de Gallas. Voilà. Je pense qu'il ne l'a jamais regretté, oui. Oui, il ne l'a pas regretté. Il vous a nommé président du club, ce qui prouve qu'il ne le regrette vraiment pas. Bien plus tard, quand même. Oui, plus tard, bien quand plus tard. même. Oui. Oui, bien plus tard. Vous qui vous intéressez beaucoup au football, qui vouliez racheter, je sais que c'est un gag, le FC Nantes. Non, je rachète l'OM maintenant. Oui. Trop cher. Non, mais moi j'aime beaucoup la personnalité de Pape Diouf. Moi, je suis pas un grand fan de l'OM, mais vraiment pour des raisons minables, c'est que je suis un fan de Nantes. Donc parfois Marseille a l'espèce d'impolitesse de battre Nantes et ça m'énerve. Mais je trouve que ça, avec un entraîneur comme Guéretz et un président comme Pape Diouf, là ça devient un club qui vraiment me plaît, quoi. C'est deux personnalités assez géniales.
pourquoi est-ce que Jean-Michel Aulas vous en veut tant? Parce que Jean-Michel Aulas ne vous aime pas. Jean-Michel Aulas, autant sa réussite est impressionnante et incontestable, autant c'est vrai qu'il y a une chose qu'il ne peut pas acheter ni avoir, c'est la popularité de l'OM. Le charisme qui est la marque de fabrique de l'Olympique de Marseille, il ne l'a pas. Alors c'est vrai que de temps en temps, il aime bien envoyer, je dirais, des petits mots auxquels je réponds très volontiers. Le championnat donc n'a jamais été aussi serré à 9 journées de la fin. L'OM est deuxième, à 1 point justement du club d'Aulas, l'OL. Qui va finir gagnant? Là, vous avez un pronostic ce soir là? Le pronostic de cœur m'amènera à penser l'OM. Mais il y a la raison. Et la raison doit m'amener simplement à rester prudent. Voilà. Le retour du PSG, vous y croyez, vous, que ça allait revenir comme ça? C'est sympathique. Mais il devrait se méfier des Girondins de Bordeaux. Ah, absolument. Il y a un truc dans le football, c'est qu'on a appris récemment que Makelele gagnait 285 000 euros par mois. Ça pose pas de problème, alors que dès qu'un patron se prend un bonus, le pauvre, il est attaqué. Tout le monde sort avec des pics dans la rue. Comment ça se fait, vous pensez? Vous savez, le football est, je pense, l'activité humaine qui est la plus universelle. En tout cas, la plus jouée, la plus regardée et certainement qui requiert le plus d'attention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le football est d'abord une activité économique et financière. À partir de quoi, il y a des recettes importantes, dues généralement et le plus souvent aux droits de télévision. Il me paraît normal que les joueurs qui en sont les principaux acteurs soient aussi peut-être ceux qui en tirent le meilleur parti financièrement. Donc je crois que souvent, c'est plutôt une facilité de critique que de s'en prendre aux footballeurs. Vraiment. Alors, de toute façon, on parle de Makelele à 285 000 euros, mais Thierry Henry, il est à 760 000 à Barcelone, c'est par mois, hein, tout ça. Drogba, 575 000, votre ancien joueur. Alors Benzema, pas énorme, hein, 180 000 à l'OL. Mais net, il faut quand même dire que les sommes que vous venez de citer, ce sont des sommes nettes de toute charge fiscale et sociale. Net d'impôts. Voilà. Et Ben Arfa, 200 000. Là, c'est du brut. Net d'impôts. Celui que j'ai bien éliminé. Oui, c'est très fort. Non, alors il y a un truc, c'est Gourcuff, que moi j'adore. D'abord, il est très beau, il joue très bien. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est Taverneau, son propriétaire, mais il est à 84 000, Gourcuff. Il faut l'acheter tout de suite, donner-lui le double. Il va venir. Franchement, Thierry, je ne pense quand même pas que Gourcuff touche 84 000. C'est pas possible. Ah ouais, vous n'y croyez pas? Non, pas du tout. Ou alors c'est du net, alors du net de tout. Plus exactement, c'est pas très net. Vous savez, les chiffres annoncés en règle générale, il faut savoir mettre un bémol. Dernièrement, j'ai lu dans un quotidien, pour ne pas le citer, Le Parisien, où étaient mentionnés certains salaires. Et on a, face au nom de Waro, on a mis 80 000 euros. Oui, effectivement, sur son bulletin de salaire, mensuellement, il a 80 000 euros. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est la prime ou annuelle ou alors globale qu'il a touchée, et qui, additionné à son salaire, change tout. D'accord. Quand un joueur touche 80 000 euros par mois et touche en même temps chaque année, 600 000 par exemple de primes, il faut ajouter ces 600 000. On va faire une interview top flop. Le plus grand souvenir que vous ayez de l'OM? La victoire en 93 à Munich de la Champions League. Ouais. Et le pire souvenir? C'est la défaite d'il y a 2 ans en Coupe de France contre Sochaux au pénalty. Ah oui, perdre J'en étais le Sochaux, président. c'est emmerdant. Moi, j'accepterais pas. Le meilleur entraîneur qu'il y a eu à l'OM? Éric Guéretz. Quel est pour vous le plus grand joueur français aujourd'hui, Pape? Franck Ribéry. Ah ouais. Franck Ribéry. Le plus grand joueur du monde? J'aurais tendance à dire Messi, le Barcelonais. Oui, Messi. Ouais. Même moi, je le connais. Le plus grand gentleman du foot français? J'aime bien Zenden. Ouais. Qui c'est, il n'est pas français, il joue à l'OM. Le joueur le plus doué et le plus gâché par le football français? Difficile, disons, de citer un nom. On verra lui, il le dira pas, mais tout le monde sait très bien que c'est Ben Arfa. Ben Arfa, c'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Bravo. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Je crois que c'est un garçon à qui il faut laisser un peu de temps. Il vient de changer de statut en quittant Lyon pour venir à Marseille.
N'oubliez pas, il nous a marqué 6 buts en début de saison. Et vous allez voir qu'il va mettre tous les rires de son côté, j'en suis convaincu. Le meilleur président de club en France. Je sais, moi. C'est qui? Ah ben, c'était Salut les Terriens avec Jean-Louis Debré pour les dynasties républicaines chez Fayard, Jean-Jacques Bourdin, 7h-11h sur RMC Info et une demi-heure sur BFM TV, François Bégodeau, Vers la douceur chez Vertical, Pape Diouf de But en Blanc, merci chez Hachette Littérature. Voilà, je vous laisse avec mes amis du SAV et de Groland Maxime. À la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.